Salut à Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On continue nos vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls et une vidéo où on va revenir sur énormément de choses, beaucoup de choses à discuter sur ce qui s'est passé après le titre de 1993 qui est donc le triplé pour les Chicago Bulls et un Michael Jordan qui en peut plus mentalement et moralement. On va revenir sur ça, mais je vais essayer de retracer l'été 93 plus ou moins dans l'ordre, de manière chronologique. Donc déjà, il y a le titre remporté en 93, il y a la draft où on prend l'intérieur Corey Blount, et puis un été où on cherche malgré tout à se renforcer avec des signatures qui viennent d'Italie principalement. Pete Myers arrive d'Italie, Bill Wennington arrive d'Italie, et surtout Tony Kukoc arrive d'Italie, après 2 ans passés au Benetton Treviso. On reviendra sur Kukoc un petit peu plus tard. Mais son arrivée provoque quand même pas mal de remous à Chicago et notamment chez Scottie Pippen, puisque Scottie Pippen est à ce moment-là 3 fois champion NBA, joueur majeur de l'équipe, mais aussi un des meilleurs joueurs de la NBA. Et Kukoc arrive pas de nulle part, parce que non, justement, je vais y revenir, Kukoc a été monstrueux en Europe, mais à l'époque, les Européens qui arrivent en NBA, bon bah voilà, ils n'ont pas prouvé grand-chose, machin, c'est pas... voilà. Donc, du coup, le voir arriver avec un salaire supérieur à ce que Pippen touche, bah, Pippen, ça le met en rogne. Il demande à ce que son contrat soit renégocié ou à se barrer. Donc, déjà à l'époque, c'était un petit peu comme ça entre lui et la direction. Un contrat, pour rappel, qu'il a signé en 91 qui porte sur 7 ans. Euh, et d'ailleurs, c'est lui qui avait insisté pour que ce soit longue durée pour avoir une sécurité financière sur le long terme. Bref, donc cette arrivée provoque un petit peu de soucis à ce niveau-là. Et puis bah, évidemment, il y a toute l'histoire avec Michael Jordan, puisque déjà, avant même les finales NBA 93, il parlait de peut-être pas tarder à partir à la retraite parce qu'il en a un peu marre de la pression médiatique qui s'abat sur lui. Et puis bah, ça va évidemment pas s'arranger pendant l'été, puisqu'il y a malheureusement la disparition de son père qui est assassiné sur une aire d'autoroute entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. On retrouve son corps 3 semaines après les faits. Euh, à ce moment-là, il y a même des rumeurs, mais qui sont absolument invraisemblables, sur le fait que ce seraient des gens qui se soient vengés de Jordan parce que Jordan leur devrait de l'argent avec des dettes de jeu, etc. Et du coup, pour lui rappeler que c'est pas n'importe qui, ils auraient commandité l'assassinat de son père. Voilà, il y a énormément de théories et d'histoires comme ça qui sortent à ce moment-là. Donc Jordan, évidemment, bah, c'est quand même difficile à encaisser. Déjà, tu perds ton père et en plus, t'as des journaux nationaux qui te sortent des accusations sans la moindre preuve, sans la moindre trace ou quoi. Juste des ah, peut-être que, tu vois, comme, comme quoi son père aurait été assassiné à cause de lui, entre guillemets. Donc du coup c'est très compliqué à encaisser pour Jordan qui même s'il avait déjà des idées de partir, bon bah là cette fois c'est confirmé, c'est sûr. Il annonce qu'il prend sa retraite alors qu'il a à peine 30 ans. Il a 30 ans au mois d'août 93 quand il annonce sa retraite. Et il se dit qu'il va se concentrer sur le baseball. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon bah cette annonce, même si il y avait des indices qui laissaient penser que il allait partir, sachant que là il en avait un peu marre par rapport à la pression médiatique. Cette annonce, ça a l'effet d'une bombe mais monumentale sur toute la ville de Chicago, sur tout le sport à Chicago, et évidemment bah, pour les Bulls qui sont au centre de tout ça. Et c'est compliqué à ce moment-là d'imaginer les Bulls se relever de tout ça, parce que bah, tu perds quand même le joueur qui était 3 fois MVP, qui t'emmenait à 3 titres, 3 fois MVP des finales. Ça fait 7 saisons de suite que c'est le meilleur scoreur de la ligue. Il est déjà reconnu à ce moment-là comme un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, si ce n'est le meilleur. En tout cas, il est dans les discussions à l'époque. Donc difficile pour les Bulls de se dire bon bah ouais on va c'est pas grave, on va continuer, tout va bien se passer quoi. Bon du coup évidemment Scottie Pippen devient le leader attitré de l'équipe pour une saison qui débute en plus avec John Paxson qui se blesse et qui sera pas là avant pas là avant la mi-janvier. Donc là aussi un petit peu
petit peu de remue-ménage au niveau de l'effectif, mais toujours est-il que donc, les Bulls débutent leur saison régulière par une victoire à Charlotte en prolongation, 124-123, avant de perdre leur match d'ouverture à domicile avec la remise des bagues de champion. Jordan est là, d'ailleurs, il a fait le déplacement pour récupérer sa bague, il assiste au match en tribune, mais il voit son équipe n'inscrire que 71 points contre Miami et prendre une crevée de plus de 20 points, donc euh, pas la meilleure façon de se remémorer euh, le titre acquis quelques mois avant, mais Phil Jackson considère que c'est une bonne chose quand même pour que le groupe réalise enfin que voilà, Jordan n'est plus là et il faut qu'on trouve d'autres solutions en interne pour faire tourner la machine. Et c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'en plus dans ce match-là, Scottie Pippen se blesse et va manquer une bonne partie du mois de novembre. Il reviendra au 30 novembre dans un match où il va cartonner face à Phoenix, où les Bulls vont gagner de 19 points ce match-là. Mais avant ça, donc dans la période où il n'était pas là, les Bulls ont eu beaucoup de difficultés, et notamment à l'extérieur, il y a eu un road trip où ils perdent de 22 points à Portland, de 25 points à San Antonio, donc c'est très compliqué quand lui n'est pas là. Et à son retour, ça va grandement améliorer les choses, donc ils reviennent et ils battent Phoenix de 19 points, et ensuite ils vont signer 13 victoires sur les 15 matchs suivants, et ça va pas mal relancer les Bulls dans ce mois de décembre avec un Pippen qui est évidemment au centre de tout, qui est désormais le patron de l'attaque, mais pas seulement du scoring. Voilà, autant que Jordan était le patron du scoring, autant Pippen est le patron de l'attaque. Parce que Pippen, c'est pas le mec qui va se mettre à aller marquer 30 points par match, même si il avait les capacités de le faire athlétiquement. C'est un phénomène, Scottie Pippen, capable d'attaquer le cercle, capable de shooter de mi-distance, longue distance, un très bon shooter. Il serait capable de se dire, bon bah allez, je vais aller mettre mes 30 points par match. Sauf que Pippen, c'est quelqu'un qui est... Et c'est pour ça qu'il est parfait, c'est le joueur parfait pour jouer dans l'attaque en triangle mise en place par les Bulls, parce qu'il est capable donc d'aller finir les actions lui-même, de scorer, comme on l'a dit, soit au cercle, soit de loin, mais c'est quelqu'un qui recherche le joueur démarqué, voir s'il n'y a pas une meilleure solution que quand lui a la possibilité de shooter. C'est quelqu'un qui a vraiment cette vision, cette intelligence de jeu-là, et c'est pour ça que ça permet à l'attaque en triangle cette saison-là de briller encore plus, parce que le principal joueur qui est impliqué là-dedans est on ne peut plus collectif. Et tout le monde adore jouer avec Scottie Pippen, tous les joueurs le disent. Steve Kerr, il vient d'arriver, il était à Orlando la saison d'avant, il vient d'arriver à Chicago, il obtient des bons shoots. BJ Armstrong, Horace Grant, ils obtiennent plus de shoots. Tony Kukoc, qui vient lui aussi d'arriver et qui est un peu sixième homme, lui aussi il a beaucoup de possessions en sortie de banc. Donc tout le monde a sa chance dans cette attaque, avec notamment donc Pippen qui est une pièce maîtresse de ça, mais également Tony Kukoc, parce que Tony Kukoc, donc on va revenir un petit peu sur lui. Euh, Avant d'arriver en NBA, Tony Kukoc, il a dominé l'Europe comme personne. Alors oui, oui, hein, je suis fan de Tony Kukoc, c'est un de mes joueurs préférés dans l'histoire des Bulls. Je suis peut-être pas le plus, mais toujours le plus objectif, mais toujours est-il que entre 87 et 93 qu'il arrive aux Bulls, l'Europe c'est Tony Kukoc. Le mec a remporté 3 fois l'Euroleague, il a perdu en finale en 93 avec Travis contre Limoges, mais il est quand même MVP du Final Four. Il a été 3 fois MVP du Final Four de l'Euroleague, il a remporté 2 fois l'Eurobasket, des championnats du monde en U18, en U19, des championnats d'Europe en U18, en U19 où il est MVP à chaque fois, des championnats et des coupes en Yougoslavie et en Italie, des MVP des championnats, enfin bref, il a été mais absolument monumental, il a dominé l'Europe de la tête et des épaules. 2 médailles d'argent aussi avec sa sélection, dont celle en 92 avec la finale contre les US. Donc voilà, un joueur extrêmement talentueux, un des joueurs européens les plus aboutis, et qui a absolument tout dominé dans sa période européenne. Donc c'est quand même pas n'importe qui quand il arrive aux Bulls, mais il a cette intelligence de se dire, bon bah moi j'arrive ici, il est considéré comme rookie, même si ça fait 7-8 ans qu'il est pro en Croatie, enfin en Yougoslavie, puis Croatie, et ensuite en Italie, en sélection. Voilà, il arrive en NBA en tant que rookie, mais voilà, c'est pas le rookie ordinaire. Et ce mec-là, c'est un joueur
qui a une vision du jeu. C'est un peu le même style que Pippen au niveau de l'attaque, capable de shooter d'un peu partout, d'attaquer et de finir au cercle, mais un passeur extraordinaire. Cette saison-là, il fait enfin, un petit peu tout le long de sa carrière en NBA. Il va régaler avec des passes dans le dos d'un demi-terrain, enfin des passes extraordinaires. À l'époque, il est surnommé le Magic Johnson européen. Enfin, il a une liste de surnoms longue comme le bras, Tony Kukoc, à cette époque-là. Enfin bref. Et c'est même. Enfin voilà, avec lui et Pippen, l'attaque en triangle fonctionne à merveille. Tout le monde obtient d'excellentes positions de tir et ça permet aux Bulls justement même en l'absence de Jordan, de signer quand même une série assez positive. Les Bulls vont signer 11 victoires, 3 défaites en janvier. Vont être à 34 victoires, 13 défaites au All-Star Game où il y aura pour la première fois de l'histoire 3 joueurs des Bulls qui seront représentés puisque Pippen est accompagné de B.J. Armstrong et Horace Grant. B.J. Armstrong qui tourne à pratiquement 15 points cette saison-là, Horace Grant qui tourne à 54% au tir, enfin bref, tout le monde a un peu plus l'occasion de montrer ce qu'il sait faire dans cette attaque. Et donc les Bulls en profitent. Et donc ils arrivent à la coupure All-Star avec 34-13, ce qui est loin d'être dégueulasse pour une équipe qui vient de perdre Michael Jordan quand même. Donc grâce à Pippen et l'attaque en triangle, les coups coach, etc., l'équipe se maintient quand même à un certain niveau. Ça va être un petit peu plus compliqué après cette coupure All-Star. Il y a encore des blessures à droite à gauche. Paxson est revenu, mais il manque encore 2-3 matchs par-ci par-là. Bill Cartwright se blesse. Horace Grant va en louper un ou deux aussi à droite à gauche. Il y a un trade qui est mis en place pour faire venir Luc Longley de Minnesota, où on envoie Stacey King aux Wolves en échange. Luc Longley va finir titulaire la saison régulière, mais bon, ça va pas permettre franchement aux Bulls de beaucoup progresser. Il y a quelques séries de défaites, 3 par-ci, 4 ou 5 par-là, qui font que les Bulls ont un petit peu de mal à être très constants. Il y a il faut un match titanesque de Scottie Pippen contre Atlanta où il fait 39 points, 6 rebonds, 10 passes, 9 interceptions pour enfin gagner un match. Il y a ce fameux buzzer beater de Tony Kukoc contre Milwaukee, non, pas contre Milwaukee, contre Indiana. Milwaukee, parce qu'en début de saison, il a mis un 3 points dans les dernières secondes pour gagner à Milwaukee, mais là, celui-ci, c'est bel et bien Indiana, puisque donc au Chicago Stadium, Reggie Miller rentre un shoot qui met les Pacers devant et il reste 0,8 secondes au chrono et il commence à chambrer un petit peu la foule à Chicago, tu vois, il fait comme ça, je vous l'ai mis profond, sauf qu'il reste 0,8 secondes, remise en jeu, Tony Kukoc qui se retourne, shoot, boum, ça rentre avec la planche et victoire des Bulls sur Indiana, sur le fil. Et cette victoire va être la première d'une série de 10 victoires qui va relancer les Bulls au mois de mars. Et qui va permettre à Chicago au final d'obtenir la troisième place de la conférence Est avec un bilan de 55 victoires, ce qui est donc extrêmement satisfaisant quand même quand tu penses que tu as perdu Jordan l'été précédent, qu'il a fallu modifier un petit peu pas les schémas offensifs, mais bon, sans Michael Jordan, il y a quand même beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là. La défense a également pris un coup parce que si Kukoc est énorme dans le jeu en triangle au niveau offensif, par contre en défense il se prend souvent des reproches de la part de Phil Jackson, de Pippen, etc. Donc ouais, c'est vrai que niveau défensif, par contre, Tony Kukoc, je peux pas trop le défendre justement parce que c'est vrai que ça a jamais été son point fort. Bref, toujours est-il que les Bulls, donc malgré toutes ces circonstances, finissent 3ème de l'Est avec 55 victoires et attaquent les playoffs sans être franchement dans un rôle de favori pour aller chercher un 4ème titre consécutif, mais quand même une équipe que t'as pas spécialement envie de retrouver sur ton chemin. Euh, donc au premier tour, ce sera les Cavs. Et les Cavs se disent, allez, Jordan n'est plus là, c'est le moment de prendre notre revanche, parce que c'est quand même la 5ème fois en 7 ans que les Bulls et les Cavs s'affrontent en playoff. Il y a 2 fois où Jordan les sort sur un panier au buzzer. Il y a eu un sweep, il y a eu des séries très disputées. Donc là, les Cavs se disent, allez, c'est pour nous, sauf que malheureusement pour eux, ce sera un nouveau sweep, parce que les Bulls vont augmenter leur défense considérablement, notamment Mark Price au match 1, il va faire 2 sur 11 au tir. Ils vont réussir à limiter les Cavs au maximum. Les Bulls vont gagner les 2 matchs à Chicago, plus 8, plus 9, avant d'aller gagner un petit peu plus
difficilement à Cleveland, mais bon, ils vont quand même réaliser un sweep qui ne souffre pas franchement de grosses contestations. Tony Kukoc met 18 points depuis le banc lors du match 3. Il avait déjà fait 11 passes décisives depuis le banc lors du match 2. Enfin bref, le banc des Bulls a bien aidé à passer ce tour-là assez aisément. Et euh, on se retrouve au prochain tour avec cette fois-ci encore une rivalité très prononcée et un esprit de revanche dans l'air, puisque ce sont les Knicks. Les Knicks qui cinquième année de suite qu'on les joue en playoff tout simplement, donc, et à chaque fois donc les Bulls les ont éliminés dans leur quête du titre, et aussi en 90. Donc là les Knicks ils se disent bon maintenant c'est nous. En 91 ils se prennent un sweep au premier tour, en 92 ça va en 7 matchs, en 93 c'est les finales de conf. Euh, Bref, là 94 ils se disent allez c'est pour nous, et ils prennent les 2 premiers matchs euh, au, au Madison Square Garden. Des matchs assez serrés, mais où tu sens quand même que les Knicks ont un impact un peu plus. Enfin, mettent vraiment d'impact physique, et surtout c'est leur banc qui est beaucoup plus solide, avec des joueurs comme John Starks et Anthony Mason qui sortent régulièrement du banc pour apporter des points, prendre des rebonds, défendre efficacement. Et ça, les Bulls n'ont pas vraiment ça sur leur banc, et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu courts physiquement, et les Knicks vont pas mal en profiter. Donc les Knicks prennent les 2 premiers matchs, la série revient à Chicago. Encore un match ultra serré, et il y a évidemment cette fameuse histoire euh, que voilà, qui restera une tâche énorme dans la carrière de Scottie Pippen, qui pourtant cette saison-là a réalisé une saison quasiment parfaite. Il a fini 3ème au vote pour le MVP, il tournait pratiquement à 22 points, presque 9 rebonds, plus de 6 passes, 3 interceptions, enfin bref, il a été exceptionnel. Mais ce qui se passe sur ce match 3, enfin sur la fin de ce match 3, va être une tâche indélébile dans sa carrière, parce que encore un match ultra serré tout le long, hein, les 2 équipes se répondent coup pour coup, il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à faire la différence. Chicago a absolument besoin de gagner ce match, et donne tout. Patrick Ewing met Chicago devant. Mais les Knicks à égalité, pardon, n'importe quoi. Patrick Ewing égalise à 102 partout à 1,8 secondes de la fin. Les Bulls prennent un temps mort, et Phil Jackson met en place une tactique où c'est Tony Kukoc qui a le dernier shoot. Pour rappel, c'est exactement le même système que quand Kukoc a marqué contre Indiana au buzzer un gros mois et demi avant. Donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est exactement le même système qui est mis en place, et Kukoc avait déjà mis d'autres paniers décisifs contre Milwaukee en début de saison, contre Orlando le soir de Noël. Enfin bref, il y a eu des. Kukoc a montré qu'il était capable de briller dans ces moments-là. Sauf que Scottie Pippen prend très mal cette décision, parce que pour lui, c'est je suis la star de l'équipe, c'est à moi que ce dernier shoot doit arriver. Alors que sur les matchs en saison régulière, bon, il a rien dit. Mais là, sur le coup, il le prend vraiment très très mal, et il décide de rester sur le banc et de pas participer à la seconde 8 qui reste à jouer. Les autres joueurs des Bulls sont là, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait non, non, je reste sur le banc. Puis Jackson, il fait t'es sûr? Ouais. Bon, bah allez, Pete Myers, c'est toi qui le remplace, qui fait la remise en jeu. Et les joueurs des Bulls, ils sont là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le temps mort prend fin, les joueurs vont sur le parquet. Phil Jackson, il est comme ça, les bras croisés, il regarde pas Pippen qui reste assis. Bill Cartwright va voir Scottie Pippen, il s'assoit à côté de lui sur le banc, il fait mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Pendant ce temps-là, sur le parquet, euh, Pete Myers fait la remise en jeu, Kukoc récupère la balle, il se retourne, shoot, boum, ça rentre, les Bulls gagnent ce match 104-102. Steve Kerr a les bras levés, les joueurs fêtent, mais une fois de retour dans le vestiaire, c'est pratiquement une victoire qui n'est quasiment pas fêtée. Parce qu'il s'est passé ça avant, et c'est beaucoup plus grave, et ça a beaucoup plus d'incidence. À la limite, si Kukoc avait raté ce shoot, et que bon, le match serait allé en prolongation, après tu sais pas, imaginons les Bulls perdent, ils se retrouvent à 0-3. Scottie Pippen, ça lui aurait un petit peu donné raison, tu vois, t'aurais dû me donner le shoot, mais là ça a vraiment joué contre lui, puisque Kukoc a mis ce panier, ça relance un peu la série, et en arrivant dans les vestiaires, euh, t'as la plupart des joueurs qui se posent sur leur casier, ils sont là, ils font putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, t'as Bill Cartwright qui se lève, et il s'adresse devant tout le monde, il s'adresse à Scottie Pippen, il fait j'arrive pas à croire que tu nous aies trahis comme ça. Tu nous as laissé tomber alors que t'es notre leader. Et il se met à chialer. Il fond en larmes, Bill Cartwright, du haut de ses 2,16 m.
il fond en larmes. Il dit je comprends pas, t'es notre leader et tu nous as lâchés comme ça. Je trouve ça tellement ridicule et tout. Et t'as tous les autres joueurs qui sont qu'est-ce qui se passe. Et là Pippen il se lève, il se met à pleurer aussi. Il se rend compte qu'il a fait une connerie. Il s'excuse auprès de tout le monde, auprès de Phil Jackson, etc. Et donc bah, il va essayer de se rattraper par la suite. Au match 4, il signe 25 points. Et les Bulls vont gagner ce match-là aussi pour ramener la série à New York à 2 partout. Dans un match 5 qui va être extrêmement. Qui va être marqué, encore une fois, par une fin de match polémique. Mais pas pour les mêmes raisons, parce que cette fois-ci, euh, les Bulls ont un point d'avance. Il y a une possession qui est mise en place où Hubert Davis prend un shoot qui est tête de raquette, mais il a le pied sur la ligne à 3 points. Il obtient 2 lancers francs pour une faute de Pippen, qui était venu pour contrer le shoot, qui arrive après le shoot. En tout cas, c'est ce que Pippen, Phil Jackson et tous les Bulls disent. Tu vois, la faute est claire, il y a faute, mais elle est effectuée après le shoot. Donc il y a le shoot et ensuite Pippen qui arrive dans son élan et qui le touche. Alors maintenant, c'est des fautes qu'on siffle tout le temps. Donc bon, mais à l'époque, c'est vrai que c'était très très rare. Et d'ailleurs, Phil Jackson va être fou furieux après ce match. Il va encore sortir une phrase mythique en disant que c'est un vol aussi manifeste que quand la Russie a volé les US au JO, je crois que c'était en 72, enfin bref, c'était un truc encore extrêmement violent de sa part. Et donc Hubert Davis met les 2 lancers francs, New York mène d'1 point et les Bulls ont 2,1 secondes pour essayer de prendre un dernier shoot. Cette fois-ci, Pippen est sur le parquet, mais les Knicks vont intercepter la remise en jeu et remporter ce match-là d'1 point, 87-86. Pour le retour à Chicago, bizarrement, c'est le seul match de Pippen dans cette série où il va inscrire moins de 20 points. Il ne va inscrire que 13 points sur ce match-là, mais, honnêtement, je crois que c'est le dunk le plus violent et le plus irrespectueux de l'histoire. Dans ce match 6, le dunk en contre-attaque de Pippen sur Ewing, qui le pousse ensuite, qui lui passe par-dessus, tous les joueurs qui se réunissent, qui commencent à se bousculer les uns les autres. Spike Lee qui se lève au bord du parquet pour insulter Pippen. Pippen qui lui dit ferme-la et rassieds-toi. Un carnage monumental. Un dunk, mais d'une violence inouïe. Franchement, ouais, peut-être. Enfin, c'est que mon avis, hein, évidemment. Il y en a eu d'autres, hein, des dunks ultra violents, mais celui-ci, il est quand même très très haut dans le classement, je pense. Hein. Il est vraiment, mais. Pauvre Patrick Ewing, quoi. Il en aura vraiment pris toute sa carrière de ses dunks sur la tronche de la part des Bulls, quand même. Mais bon. Donc il prend une faute technique parce qu'il voilà, il est passé par-dessus Ewing, il a chambré, enfin il a répondu à Spike Lee, enfin c'est pas vraiment pour ça, mais bon, dans la continuité. Et ça galvanise les Bulls qui à ce moment-là, l'action arrive dans le 3e quart-temps et voilà, ça leur donne tout le momentum pour mieux finir le match. Ils vont gagner de 14 points si je me souviens bien, 93-79 ou un truc comme ça. Et donc égaliser à 3 partout pour ramener la série à New York pour un match 7 qui va être extrêmement serré pendant une bonne partie du match. Le problème, c'est que les Bulls vont à ce moment-là exposer une grosse faiblesse de leur jeu qu'ils auront eu toute la saison, c'est les rebonds. Parce qu'avec les blessures au fur et à mesure de Cartwright, etc., Luc Longley qui arrive, qui n'est pas vraiment un bon rebondeur, etc. À part Horace Grant, il n'y a pas vraiment de rebondeur solide chez les Bulls. Kukoc n'en est pas vraiment un non plus. Bref, sur ce match-là, rien que Patrick Ewing et Charles Oakley, ils prennent 37 rebonds. Il y en a un des deux qui fait 20 et l'autre 17, je sais plus qui. Enfin, à eux deux, ils prennent 37 rebonds et les Bulls 44 au total. Et les Bulls n'inscrivent que 77 points sur ce match-là et sont éliminés des playoffs dans un Madison Square Garden qui chambre à fond en disant ah goodbye, qui leur chante allez barrez-vous. Donc voilà, fin de saison assez comment dire, assez compliquée avec donc les polémiques du match 3, celles du match 5 qui seront moins violentes mais qui ont quand même eu lieu. Et puis une saison qui aura quand même été difficile pour tout le monde pour gérer l'après Jordan, même si à ce moment-là on a vu énormément de bonnes choses au niveau de l'attaque en triangle, comme encore une fois avec Pippen et Kukoc et un Phil Jackson qui a déployé des trésors d'imagination pour pouvoir impliquer encore plus tout le monde pour essayer de remplacer au mieux l'impact de Jordan. Mais c'est une saison qui s'achève par une élimination au 2e tour des playoffs, ce qui n'était plus arrivé depuis très 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 longtemps hein, du côté
des Bulls depuis 88 face aux Pistons. Donc voilà, ça montre que les Bulls sont en train un petit peu de chuter, mais quoi de plus normal quand Jordan s'en va. Toujours est-il que si on pouvait espérer un été un peu plus calme, un été 94 un peu plus calme du côté des Bulls, ça va vraiment pas être le cas parce que Horace Grant, qui à la base avait un accord pour revenir aux Bulls, part à Orlando, signe un gros contrat avec le Orlando Magic, qui est l'équipe qui est en train de grimper petit à petit dans la hiérarchie de la conférence Est. Scottie Pippen est fou furieux parce que il y a des rumeurs de trade comme quoi il aurait pu être envoyé le soir de la draft à Seattle dans un deal à 3 qui aurait envoyé Sean Kemp à Chicago en plus du pick des Denver Nuggets où ils auraient pu récupérer Jalen Rose. En tout cas, Jerry Krause appelle Jalen Rose la veille de la draft pour lui dire euh, on pense essayer de mettre un truc en place pour te récupérer demain. Donc Jalen Rose, quand il arrive à la draft, et c'est pour ça qu'il a un costume rouge, il est persuadé qu'il va être pris par les Bulls. Donc, toujours est-il que ce deal ne se fait pas, et Pippen est fou furieux parce que lui il continue d'être en guerre avec Jerry Krause. Il dit qu'il veut partir parce que voilà, il vient de sortir d'une saison où il a été 3ème du classement des MVP. Il dit j'aimerais bien qu'on revalorise mon contrat, mais les Bulls disent hey, oh, t'as signé ton contrat, maintenant tu fais avec, quoi. C'est comme ça, on va pas le revaloriser comme ça juste parce que, quoi. Donc, c'est toujours la guerre entre Pippen d'un côté et le management des Bulls de l'autre. Donc Horace Grant s'en va, Scott Williams s'en va également, il signe aux Sixers, donc ça arrange pas non plus le rebond, et ni les arrivées, parce que à part John Buechler et Ron Harper, plus la draft de D.K. Simpkins, bon c'est pas ça qui va te permettre de grandement lutter au rebond, quoi. Et il y a un autre départ cet été-là, qui est pas au niveau des joueurs, mais au niveau du staff, c'est l'entraîneur assistant Johnny Back, qui virait des Bulls parce qu'il est suspecté très fortement de la part de Jerry Krause et un peu de Phil Jackson aussi, d'être celui qui, quelques années plus tôt, donnait toutes les informations à Sam Smith pour son bouquin The Jordan Rules. Et donc, on en avait parlé dans les vidéos à ce moment-là, Jerry Krause cherche absolument qui a fait ça, machin, et donc ils en arrivent à une conclusion où ce serait Johnny Back qui a donné énormément d'infos à, à Sam Smith pour ce bouquin-là, et donc il décide, Krause et Jackson, de virer Johnny Back à ce moment-là, qui lui, en plus, à ce moment-là, il est en plein divorce, il a 70 ans ou autour de 70 ans à ce moment-là, mais il retrouve un job dans le staff des Charlotte Hornets, il sera entraîneur assistant aux Charlotte Hornets. Mais c'est quand même un départ important parce que c'était un membre du staff respecté par tout le monde et qui a beaucoup aidé dans la mise en place de l'attaque en triangle, même si c'est principalement Tex Winter qui l'a fait, mais lui a beaucoup aidé aussi. Et c'était surtout quelqu'un qui était très impliqué dans les schémas défensifs de l'équipe. Donc tu perds quelqu'un comme ça, plus Horace Grant qui était ton meilleur rebondeur, et t'as pas de rebondeur qui arrive, donc du coup tu sens qu'au rebond tu vas morfler, et ça va se vérifier. Donc toujours est-il que les Bulls, alors le début de saison des Chicago Bulls est invraisemblable. Je vais essayer de vous le faire de mémoire parce que c'est quand même extraordinaire cette série. Donc le premier match a lieu le 4 novembre et du 4 novembre au 21 décembre, les Bulls c'est une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Deux victoires, deux défaites. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Deux victoires, trois défaites. C'est un enchaînement hallucinant qui montre bien l'irrégularité de ce groupe qui se retrouve à 11 victoires, 12 défaites à la mi-décembre. On est à ce moment-là à 18 mois seulement après l'obtention du titre 93 face à Phoenix. Il n'y a plus que 3 joueurs qui sont champions de cette époque-là. Scottie Pippen, B.J. Armstrong et Will Perdue. Les 3 sont titulaires. Tony Kukoc passe dans le 5 de départ à la fin décembre et finira toute la saison dans le 5. Mais voilà, il y a plus grand monde de la période des titres, et tu sens qu'il y a une espèce de lassitude. Scottie Pippen est accusé d'être beaucoup plus concerné par sa guerre avec Jerry Krause que sa guerre avec les équipes adverses pour essayer de maintenir les Bulls dans le haut du tableau. Encore beaucoup de tensions à ce niveau-là. Cartwright et Paxson sont partis à la retraite pendant l'été aussi, parce que de toute façon ils avaient beaucoup de blessures aussi. Même si Bill Cartwright va tenter de revenir et faire quelques matchs avec les Seattle Sonics, mais va finalement prendre sa retraite pas longtemps après.
donc c'est très très compliqué, le groupe manque de vécu ensemble, l'alchimie a du mal à se faire, et il y a un manque de motivation, parce que les mecs qui sont là, donc à part B.J. Armstrong, Will Perdue et Scottie Pippen, euh, ils n'ont pas cette habitude de tout donner pour aller chercher des titres. Ils arrivent aux Bulls et c'est un petit peu, pas les vacances, mais voilà, ils sont pas forcément à fond, quoi. Et c'est ce que Jordan va leur reprocher quand il reviendra, parce que oui, évidemment, spoiler alert, Jordan va revenir. Euh, Toujours est-il que, à part une victoire de 32 points contre Orlando en janvier, où Pippen met 26 points, 10 rebonds, 11 passes, 6 interceptions, donc pas loin du quadruple double, et une victoire le lendemain contre Philadelphie de 38 points. C'est rare de voir les Bulls vraiment cartonner ses adversaires, dominer des matchs et enchaîner des victoires. Euh, on arrive à la fin février, les Bulls sont à 26 victoires, 29 défaites. Phil Jackson commence à se dire, bon là ça commence à puer un peu, on est mal barré. On est 6 ou 7e à ce moment-là de la conférence Est, c'est quand même pas fameux. Sauf que pendant ce temps-là, il y a un certain Michael Jordan qui était parti au baseball et qui euh, est de plus en plus intéressé pour revenir au basket. Parce que ce qui se passe, donc il faut le dire aussi, à ce moment-là, Jordan est extrêmement critiqué enfin, ça c'était la saison précédente, l'année 94. Jordan est pas mal critiqué pour ses performances, alors que pourtant, euh, moi qui suis le baseball, je veux dire, il faisait des matchs corrects sans être, voilà, méga star. C'était quand même un joueur intéressant de baseball qui aurait pu à terme accéder aux ligues majeures, parce que là il est en ligue mineure, c'est-à-dire qu'il est au Birmingham Barons, qui est l'équipe affiliée des Chicago White Sox. Et c'est, pour vous donner une sorte de comparaison, c'est plus ou moins comme la G-League. C'est comme l'équipe de G-League, plus ou moins. C'est-à-dire que voilà, ils sont là-bas et après ils peuvent être appelés dans l'équipe principale, faire quelques matchs, retourner, etc. Donc c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a jamais été appelé dans le roster principal. Il continuait de faire des matchs dans la ligue mineure et faisait de bonnes choses, mais prenait quelques critiques. Et puis il se trouve que en 95, alors que la saison de baseball aurait dû reprendre au mois de mars, il y a une grève des joueurs qui sont en guerre avec les patrons des franchises de la ligue de baseball. Et donc ça crée une grève. Et les patrons des équipes disent, eh ben, vu que les joueurs principaux sont en grève, on va prendre les joueurs des ligues mineures et les mettre à leur place. Sauf que Jordan, il dit, il est hors de question que moi je joue comme ça, c'est pas comme ça que je veux obtenir ma place en ligue majeure. Donc il refuse totalement et il quitte l'entraînement de l'équipe, il arrête carrément, il s'en va du baseball. Et il est sur Chicago, il appelle B.J. Armstrong, ils vont déjeuner ensemble, et puis B.J. Armstrong lui fait, bah viens avec moi, là je dois aller à l'entraînement, viens avec moi, viens dire bonjour à tout le monde, ça sera sympa que, tu vois, de revoir un peu tout le monde. Jordan vient, et puis bah, de fil en aiguille, il commence à taper des 1 contre 1 avec B.J. Armstrong, avec Ron Harper, etc. Et il y a des rumeurs qui commencent à venir par-ci par-là, comme quoi il pourrait éventuellement revenir au basket. Et effectivement, le fameux 18 mars 1995, Jordan annonce au monde entier son retour sur les parquets NBA avec un fax qui dit juste I'm back, je suis de retour. Et dès le lendemain, le 19 mars, il rejoue son premier match en NBA sur le parquet des Pacers d'Indiana. Et le truc, c'est que les quelques jours, les quelques semaines avant l'officialisation de son retour, mais avec des rumeurs de plus en plus persistantes, il y a les Bulls qui sont extrêmement, tu vois, ça leur donne un peu de baume au cœur, tu vois, ils voient Jordan à l'entraînement tous les jours, ils disent, et s'il revenait, et ça leur redonne un peu de motivation. Les Bulls gagnent 8 matchs sur 10 avant le retour de Jordan à Indiana, mais ils vont perdre ce match à Indiana en prolongation avec Jordan qui fait 7 sur 28 au shoot, 19 points, tu sens qu'il n'est pas encore... ce qui est normal, il est en manque de rythme. Ça fait 1 an et demi qu'il a arrêté de jouer au basket, il est allé au baseball où il jouait dans le champ extérieur où il a besoin de qualités athlétiques très différentes de ce qu'il avait besoin pour le basket. Et du coup, tous ses entraînements, que ce soit au niveau musculation, etc., c'est complètement différent. Il est plus aussi tanké qu'en 93 quand il est parti. Il a plus autant d'épaules. Physiquement, au niveau du haut du corps, il est plus autant costaud, parce que c'est pas ça dont il avait besoin pour le baseball. Donc sa morphologie a pas mal changé.
Et du coup, qu'il revient au basket, il a un petit peu de mal, quoi. Après cette défaite à Indiana, les Bulls vont gagner à Boston avant le premier match de Chicago au United Center, le premier match de Jordan au United Center, puisque désormais c'est la nouvelle salle des Chicago Bulls qui a été inaugurée en début de saison régulière, avec le maillot de Jordan retiré, la statue de Jordan devant le stade. Donc Jordan d'ailleurs revient avec le numéro 45, puisque le 23 a été retiré en début de saison. Et donc premier match à domicile pour Michael Jordan au United Center face aux Orlando Magic pour une défaite malheureusement. Puis arrive ce match 2 jours plus tard, le 25 mars, à Atlanta, où Jordan met 32 points, mais surtout inscrit un buzzer beater sur le parquet des Hawks. Il restait 4 ou 5 secondes, il récupère la balle, remonte tout le terrain face à Steve Smith qui le presse tout terrain, et puis lui met un jumper depuis l'elbow sur la tronche, et les Bulls gagnent à Atlanta de cette manière. Et 2 jours plus tard, les Bulls vont à New York, et John Starks, qui n'est jamais avare d'une critique, mais qui aurait pourtant dû le savoir depuis le temps qu'il ne faut pas critiquer Jordan, dit la veille dans les journaux que de toute façon Jordan est rouillé, qu'il arrive, mais qu'il a du mal à enchaîner physiquement, il n'y est pas, donc les Knicks ne devraient pas avoir trop de mal à le contenir. Ok, John Starks, évidemment, il ne fallait pas dire ça à Jordan. Jordan, le lendemain, 20 points dès le premier quart-temps, avec des fadeaways sur la tronche à John Starks, des post-up. Il le post-up, mais tout le long, il lui met des fadeaways sur la tronche. Il a déjà 35 points à la mi-temps. Il continue de lui mettre des shoots sur la tronche dès qu'il en a la possibilité. 49 points après 3 quarts-temps. Mais ça reste un match serré parce que Patrick Ewing, qui n'a pas été super en première mi-temps, se met à enchaîner les paniers dans tous les sens dans la deuxième période, avec des lancers francs aussi. Il provoque des end-one parce qu'à l'intérieur, les pivots des Bulls, c'est quand même pas la folie entre Will Perdue, Luke Longley, Bill Wennington. Défensivement, il peut prendre des rebonds, c'est pas fameux. Donc Patrick Ewing fait un peu ce qu'il veut. Il va finir de mémoire, je crois qu'il met 36 points sur ce match-là, mais enfin bref. Il maintient les Knicks dans le match. Jordan en est à 55 points. Il met encore un jumper pour être à 55 points et égaliser à 111 partout. Donc il a quand même mis 55 points sur 111 à ce moment-là du match. Et les Bulls ont la dernière possession. Et évidemment, tout le monde se dit Jordan va prendre le shoot. Il vient de mettre un buzzer beater 2 jours plus tôt face à Atlanta. Il en est à 55 points avec d'excellents pourcentages au shoot. Ce qui est le record cette saison-là pour un joueur en NBA. Personne d'autre n'a mis autant de points sur un match. C'est le record au scoring sur la saison. C'est le record pour un joueur adverse au Madison Square Garden. Le précédent record, c'était 50 points par Jordan en 86. Donc là, tout le monde se dit, voilà, c'est pour Jordan le dernier shoot. Sauf que Jordan, il est face à John Starks. Hop, il démarre sur le côté, il tourne sur lui-même. Patrick Ewing vient en aide pour essayer de le contrer. Jordan le voit arriver, hop, passe pour Bill Wennington sous le cercle, le petit dunk qui va bien, 113-111, merci. Et sur la dernière possession, ils n'ont plus que quelques secondes, les Knicks, mais ils vont complètement foirer la remise en jeu. Les Bulls vont intercepter la balle et remporter ce match à New York avec donc Jordan qui met 55 points et montre à tout le monde que il est loin d'être fini, quoi. Même si après, ça va être un petit peu plus compliqué d'enchaîner les matchs les uns après les autres au niveau du rythme, jouer tous les 2-3 jours, c'est encore un peu compliqué. Les Bulls vont quand même signer 12 victoires, 2 défaites pour terminer la saison régulière avec 47 victoires, ce qui est suffisant pour remonter jusqu'à la 5e place de la conférence Est. Mais bon, il y a quand même encore pas mal ça a du mal à enchaîner vraiment les bonnes performances, tu vois, c'est un petit peu en dents de scie quand même. Donc, et surtout au niveau de Jordan qui a du mal vraiment physiquement à enchaîner, comme on l'a dit, au niveau musculature, au niveau de son jeu, c'est un petit peu compliqué. Et puis bon, quand t'as pas joué pendant 1 an et demi, il faut quand même s'y remettre, quoi. Donc malgré tout, les Bulls arrivent en playoff, donc sans l'avantage du terrain, vu qu'ils ont fini 5e, mais se retrouvent face aux Charlotte Hornets. Des Charlotte Hornets avec quand même une bien belle équipe autour de Larry Johnson, Alonzo Mourning, Tyrone Brooks, donc il y a quand même de quoi faire dans cette équipe qui est jeune, qui est en train là aussi de monter en puissance. Et donc les retrouvailles avec l'assistant Johnny Back, qui est donc sur le banc des Hornets.
Et malgré tout, Jordan est monstrueux d'entrée. Il dit, allez, on va pas faire en sorte que la série dure bien longtemps, hein. Dès le match 1 à Charlotte, 48 points, 9 rebonds, 10 passes décisives. Non, 48, 8 rebonds, 9 passes. Et, euh, et une grosse victoire en prolongation sur le parquet des Hornets pour tout de suite reprendre l'avantage du terrain. Le problème, c'est que, comme on l'a dit et comme on va le répéter encore un petit peu, les Bulls cette saison-là vont avoir beaucoup de soucis au rebond. Au match 2, Alonzo Mourning signe 23 points, 22 rebonds et permet aux Hornets d'égaliser dans un match qui sera pas spécialement serré, hein. Les Bulls vont être. Enfin, les Hornets vont vraiment prendre l'ascendant sur ce match-là et renvoyer la série à Chicago. Sauf qu'à Chicago, là pour le coup, avec un Kukoc qui met 22 points en sortie de banc notamment, Chicago gagne de 23 points ce match-là. Et reprend l'avantage avec un Jordan encore bien présent qui marque plus de 30 points. Enfin là, je l'ai plus en tête honnêtement. Mais bref, une bonne performance collective et surtout une défense qui s'est retrouvée. Et puis les Bulls vont conclure au match 4 avec un match beaucoup plus serré pour le coup, avec une victoire d'1 point au United Center, avec le trio Jordan, Pippen, Kukoc qui cumule 69 points à eux 3. Kukoc donc 24-24 pour Jordan et Pippen, 21 et 11 rebonds pour Kukoc qui aura sorti un gros match pour s'en sortir. Et il y a cette rumeur comme quoi Jordan aurait tout simplement ruiné la carrière de Tyrone Bogues. Tyrone Bogues, perso en plus, moi j'adorais à l'époque. Meneur d'1m60, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA encore à ce jour, il me semble. Mais qui avait quand même réussi une super carrière. Il tournait à plus de 10 points à ce moment-là en carrière. Il était titulaire au Charlotte Hornets, équipe extrêmement populaire de par son logo, ses couleurs. À l'époque, c'était vraiment une équipe adorée de tout le monde. Et yes, je crois que c'est au match 4. Il me semble que c'est au match 4, parce que quand tu lis parfois certains articles qui reparlent de ça, ils disent le match 5, mais il n'y a jamais eu de match 5. Les Bulls ont gagné 3-1 cette série de playoffs, donc non, il n'y a jamais eu de match 5. Donc j'imagine que c'est au match 4, parce qu'en plus le match était serré. Il y a cette action où Jordan est en défense sur Bogues. Jordan il fait 1m98, Bogues il fait 1m60. Et à un moment, Jordan il fait un pas en arrière, et il dit à Bogues, vas-y shoot le nain, je te laisse shooter. Et c'est un shoot important à ce moment-là du match, il y a un point d'écart et tout, c'est dans les dernières minutes. Bogues prend le shoot et loupe. Et pendant des années, il y aurait eu des rumeurs comme quoi ça l'aura détruit psychologiquement, que Jordan l'insulte comme ça, le traite de nain, mais violemment quoi. Allez, ça nain, vas-y, prends le shoot, je te laisse faire. Et il a vraiment, ça l'a vraiment bloqué mentalement et ouais, il le dira encore des années plus tard, ça l'a totalement perturbé quoi. Après, il a perdu confiance en son shoot, etc. Il a été beaucoup moins adroit sur la suite de sa carrière. Enfin bref. Il me semble bien que c'est pendant le match 4 que les Bulls gagnent donc d'1 point. Bref, toujours est-il que les Bulls se qualifient pour le tour suivant où ils affrontent, encore une fois il y a des retrouvailles, Horace Grant et le Orlando Magic. Et alors si Charlotte était une équipe qui commençait à monter tranquillement en puissance, le Magic monte énormément en puissance. Avec notamment Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Horace Grant, Nick Anderson qui est natif de Chicago, Dennis Scott, leur 5 de départ il est monstrueux, t'as du talent et du danger qui vient de partout. Et même si leur banc n'est pas forcément ultra productif offensivement, ils apportent un petit peu de défense pour compenser, et c'est ce que les Bulls auront du mal à faire sur cette série-là aussi. Donc la série débute à Orlando évidemment, puisque Chicago n'a pas l'avantage du terrain. Et c'est un match qui est quand même assez serré. Et dans la dernière minute de jeu, les Bulls sont un point de retard. Jordan remonte la balle, met la paire. Il se fait voler la balle par Nick Anderson, justement, qui lui prend la balle des mains. Il y a une contre-attaque où je crois que c'est Horace Grant qui va claquer un dunk et mettre définitivement Orlando devant. Même si Chicago a la dernière possession et Jordan est tête de raquette avec la balle, il s'élève et là tu te dis il va prendre le shoot. Sauf qu'il voit Pippen qui part en cut jusqu'au cercle, il lui fait la passe, mais la passe est trop forte, Pippen n'arrive pas à l'attraper et elle part en touche et les Bulls perdent la balle encore une fois là-dessus et ils perdent ce match. Et ça marque pas mal les esprits parce qu'on se dit putain mais en fait Jordan il est humain. Il perd des balles et il fait des mauvais choix, qu'est-ce qui se passe quoi, c'est pas normal quoi. Et donc
ouais, beaucoup de critiques qui lui tombent dessus de la part de la presse sur cette fin de match mal gérée, ce qui est quand même assez inhabituel chez lui. Et il y a même, je ne sais plus quel joueur d'Orlando, je dirais Denis Scott, mais je suis pas sûr, qui avait dit c'est sûr que le 45 c'est pas au même niveau que le 23. Sauf que Jordan, dès le match 2, il revient avec son numéro 23. D'ailleurs, il va prendre une amende de 25 000 $, mais il a dit je m'en fous complètement. Euh, c'est pas 25 000 $ qui vont faire ticket Jordan de toute façon hein, à ce moment-là. Donc il revient dès le match 2 de cette série de playoffs avec son fameux numéro 23. Et, il va, comme si ça lui avait redonné, comme si ça lui avait redonné un petit peu de confiance. Euh, il revient, il marque 38 points et les Bulls gagnent ce match 2 avec 10 points d'avance pour repartir à la maison avec l'avantage du parquet. Et sur ce match 3, il va même inscrire 40 points, sauf que ça ne va pas suffire parce qu'Orlando va reprendre l'avantage du parquet immédiatement au United Center avec son trio Shaq, Horace Grant, Hardaway parce que justement voilà leur supériorité physique, notamment avec Shaq sous le cercle. Déjà que les Bulls sont galérés face à Charlotte pour contenir Alonzo Mourning. Là, face à Shaquille O'Neal, c'est impossible. Le mec, Horace Grant et Shaquille O'Neal tournent aisément en double-double sur la série. Shaquille O'Neal est instoppable. Qui pour stopper O'Neal? C'est pas Bill Wennington, Luke Longley ou Will Perdue qui vont faire grand chose face à Shaquille O'Neal qui fait ce qu'il veut. Penny Hardaway qui est monstrueux pour attaquer le cercle mais aussi pour mettre des shoots de longue distance. T'as toujours le danger qui vient sur les côtés avec Dennis Scott et Nick Anderson. D'ailleurs Nick Anderson prend un malin plaisir à enchaîner les 3 points dans sa ville natale de Chicago pour faire tomber les Bulls. Donc Orlando va prendre ce match 3 malgré donc 40 points de Jordan. Et Chicago va quand même égaliser dans le match 4, encore une fois dans un match très serré, avec un apport un petit peu plus précieux du banc, un peu plus d'action collective où Jordan laisse un peu plus les autres faire ce qu'ils ont à faire et prend moins de shoot. Donc pour amener la série à Orlando au match 5, un match 5 où Shaquille O'Neal est tout simplement inarrêtable, il met 23 points, 22 rebonds, 5 contre, il fait un ménage monumental sous les deux cercles. Et il sera une des raisons principales pour laquelle Orlando va prendre ce match 5 et se qualifier au match 6 de retour au United Center. Et c'est sur ce match-là d'ailleurs, Shaq, Penny Hardaway et je sais plus lequel, un autre joueur, Dennis Scott, les trois vont cumuler 69 points à eux 3 et permettre à Orlando, qui aura dominé au rebond, qui aura dominé sous le cercle des deux côtés tout au long de la série, de s'imposer 4-2 et éliminer les Bulls avec les joueurs du Magic qui portent Horace Grant sur leurs épaules et Horace Grant qui fête comme ça au United Center. Jordan qui le regarde, qui fait genre ah ouais, d'accord, je retiens pour la prochaine fois. Donc ça aussi on aura le temps d'en rediscuter, mais toujours est-il que voilà, les Bulls viennent de se faire sortir 2 années de suite au deuxième tour des playoffs par l'équipe qui représentera l'Est en finale NBA, mais qui perdra à chaque fois face aux Houston Rockets de la Juan. Et malgré le retour de Jordan, on vient de vivre 2 saisons qui auront été extrêmement compliquées, avec des étés gérés assez difficilement, des polémiques, Pippen qui veut se barrer, etc. Enfin, il y a eu énormément de polémiques pendant 2 saisons. Et les Bulls savent qu'il faut absolument modifier quelque chose pour relancer la machine si on veut avec Jordan et avec Pippen qui sont encore là, si on veut retrouver les années titres, les années où on est capable d'aller chercher le trophée. Et évidemment, en faisant l'analyse très simple des deux saisons en playoffs qui viennent de s'écouler, il faut absolument, impérativement progresser au rebond. Donc la mission des Bulls pendant l'été 95 sera de récupérer des joueurs capables de faire le taf au rebond. Et voilà, on aura le temps d'en parler dans les prochaines vidéos, mais c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, on reparlera de tout ça. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je suis revenu en détail sur pas mal de choses dans cette vidéo, donc il y a énormément de sujets différents qui ont été abordés. Si vous voulez revenir sur un en particulier, hein, comme d'habitude, hein, en commentaire, que ce soit sur Twitter ou sur la chaîne YouTube, etc. On revient dessus sans souci. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que j'ai oubliés,
j'ai pas l'impression, mais on sait jamais. Mais enfin bref, toujours est-il que voilà, encore une bien longue vidéo à partager avec vous et les prochaines arrivent très très bientôt. Donc d'ici là, continuez à prendre soin de vous et à bientôt et go Bulls.